Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers collègues, Yves Dreyer et Heike Frenzel sont invités dans notre école à l'intérieur de l'orientation logement. Bien, les étudiants et les étudiantes connaissent très bien le concept de l'orientation. Je l'explique pour ceux et celles qui éventuellement ne le connaissent pas. L'orientation, c'est un ensemble cohérent d'enseignements qui se propose d'observer un thème, dans le cas spécifique, le logement, à partir de points de vue différents. Typiquement, une orientation comprend un atelier de projet, c'est ce qui est géré aujourd'hui par nos invités, une unité d'enseignement, le cas échéant, c'est l'unité dont le professeur Marchand est responsable, après un cours théorique intitulé Histoire de l'habitation, dont je suis responsable, et après il y a d'autres enseignements qui sont obligatoires pour tous les étudiants du master, mais cette formule inventée par l'ancien directeur, le professeur Roberto Gargiani, semble avoir une très bonne réception auprès des étudiants. Et en réalité aussi, les autres écoles sont très curieuses et regardent avec attention ce qui se fait à l'intérieur des orientations. Malheureusement, cette année, pour des questions qui seraient trop longues de raconter ici, on peut profiter de la présence de Yves et Heike seulement un semestre. Ça, c'est un peu dommage, mais par rapport au fonctionnement de l'orientation, tout est en ordre parce que l'orientation a lieu que le semestre d'automne. Alors, pourquoi on a invité ces deux jeunes architectes lausannois? Parce qu'ils ont une production qui s'affirme de plus en plus sur la scène lémanique et suisse, je dirais. Et la partie la plus importante de leur production, c'est le logement. Par rapport à ça, si vous connaissez leur production, je n'en doute pas, si vous regardez le site internet, vous voyez qu'il y a deux attitudes principales qui orientent leur recherche et leur production professionnelle. Moi, je dirais qu'il y a une hésitation entre une filiation qui remonte à une architecture, pour utiliser des termes historiques, expressionnistes, et une architecture, de l'autre côté, plus austère, plus directement liée à l'héritage rationaliste. Il y a, selon les projets, les deux types d'approches qui constituent peut-être la richesse de deux manières différentes de considérer le logement. Et à propos de cette différence, les deux amis ont donné une conférence à Zurich à l'Architecture Forum il y a 3 années, en 2014, intitulée, le titre était magnifique, « Oxymore is more ». Si vous connaissez la signification du mot « oxymore », vous voyez qu'il y a un intérêt déclaré de leur part de faire coïncider des concepts, des notions, des approches qui sont apparemment difficiles à conjuguer. Je cite cette conférence parce qu'un élément caractéristique de leur présence sur le territoire, c'est le fait de vouloir toujours enrichir une pratique professionnelle par des ouvertures sur des pratiques artistiques, présence au niveau de textes critiques sur les revues suisses, notamment Werkbau und Wohnen, mais pas seulement. Et aussi, il y a une initiative que je considère fantastique. Leur bureau, avenue du Rond-Point 18, présente des vitrines sur rue qui sont systématiquement occupées par des installations artistiques qui se font selon un schéma très très libre, lié peut-être aussi à des rencontres que vous faites. Et ça, c'est une belle initiative parce qu'on est encore victime de préjugés selon lesquels les architectes ils sont tellement éloignés des besoins des gens, tellement éloignés de la société civile, que le fait d'ouvrir ces vitrines aux flâneurs, aux passants, pour montrer quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est une belle initiative. Donc il y a déjà une série, vous êtes arrivé à la 12e, 11e vitrine. L'avant-dernière me pose des curiosités. Je ne sais pas comment vous avez pu travailler pendant la durée de l'installation Expand Your Orgasmic Concept.
Mais ça, moi, je ne sais pas, ça aura donné quelque chose. Donc, voilà des figures de professionnels un peu atypiques qui ont toujours, de manière peut-être non continue aussi, pratiqué l'enseignement et qui, selon les rumeurs que j'ai entendues, font un excellent travail ici, chez nous, ce semestre. Ce soir, ils vont nous parler de domesticité. Quel magnifique titre! Domesticité, c'est un mot que j'aime beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser que récemment parce que quand je suis arrivé ici, j'ai cherché sur les dictionnaires génériques la signification de domesticité. Domesticité, selon la définition du Larousse, je ne sais pas quoi, c'est l'ensemble des domestiques. Et naturellement, ce n'est pas ça le thème que vous allez aborder ce soir. En effet, Yves et Heike ont produit leur propre définition de domesticité. 5 mots, 5 définitions, 5 clés de lecture qui expliqueront leur travail, qui est particulièrement attentif à la capacité de l'espace du logement à produire une sorte de dépendance positive entre l'habitant et l'espace habité, avec une attention particulière à tout ce qui est lié aux valeurs d'usage quotidien. Je reprends vraiment textuellement quelques-unes des définitions qu'ils ont données. Voilà, ceci en guise de brève introduction et maintenant je vous passe la parole et merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de notre école. Merci beaucoup Luca de cette élogieuse introduction. Merci aussi de cette invitation qui nous a été faite d'enseigner notre travail, d'enseigner notre méthode au sein de cette magnifique école. On a effectivement décidé de parler de domesticité aujourd'hui. Luca, tu en as déjà dit beaucoup. C'est notre propre définition de ce mot qui n'existe pas, qu'on utilise très, très souvent. Et puis finalement, cette question de domesticité, c'est un thème qui nous occupe et qui nous préoccupe depuis le début de l'activité du bureau, soit depuis une dizaine d'années environ. Cette domesticité, pour nous, elle a les mêmes valeurs que... Elle a des valeurs domestiques, comme un musée a des valeurs muséales ou une église a des valeurs sacrales. Il nous semble que la question de l'atmosphère, la question du vécu, la question de l'habitabilité, la question du quotidien, de l'échelle, dans le cadre des logements, est très très bien représentée par cette notion domestique ou de la domesticité du bâti. Ce travail, il a trouvé une cristallisation en 2016. On l'a présenté dans le cadre des Swiss Art Awards à Bâle. Il se présentait en fait sous la forme de la définition et de ces 4 pièces qui, pour nous, parlent de domesticité à plusieurs niveaux. Elles évoquent la mémoire de chacun. Il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a certains objets, la moquette, le robinet, les volets, les encadrements de fenêtres. Il y a finalement toute une rhétorique qui appartient depuis la nuit des temps à cette question de la domesticité. Et là, ce travail il se veut emblématique finalement d'une sorte de glyptothèque, d'une sorte de base de données de ce que serait la domesticité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, donc dans l'expression et dans le vécu des différents éléments à l'intérieur des appartements. Alors, ce projet-là, il se réduit à ça. Son making-up, finalement, c'est ça. Il est bien plus compliqué que juste de montrer 4 pièces. Il a fallu d'abord extraire un morceau de façade d'une maison existante, une pièce qui fait environ 7 tonnes, et ensuite l'amener à Bâle. Donc, je vous épargne tous les détails, mais finalement, le résultat, il est aussi lié à une forme de mise en œuvre qui est propre à l'architecture. Cette thématique, elle nous occupe justement depuis très longtemps. Ici, elle est représentée par un autre travail qu'on a présenté dans le cadre de nos vitrines. Donc, on se permet aussi ces exceptions-là d'inviter des gens, mais de parfois s'inviter soi-même, justement, chez nous. Et puis, le travail est finalement un relevé des différents appartements de nos différents collaborateurs qui sont passés par le bureau. Et puis, cette base de données, de nouveau, du logement lausannois,
nous a fascinés finalement par la diversité et puis par les déclinaisons qu'il propose d'un logement relativement populaire généralement, où la place d'une porte, la qualité d'un seuil, la compilation d'une cuisine, d'un sas ou d'une chambre, la proportion d'une fenêtre. Finalement, c'est ça, la domesticité, c'est cette simplicité, cette banalité, ces valeurs du quotidien qui sont, pour nous, réinventables et réinventées au fil de chaque projet. Là, on voit cette présentation justement dans le cadre des vitrines, aussi cette notion de vouloir montrer que le logement, ce n'est pas qu'une question d'intérieur, c'est aussi une question d'extérieur, c'est aussi une question de parler à la ville. Et c'est aussi ce travail qu'on fait dans la vitrine. Le projet qu'on a présenté au Swiss Art Award, il a trouvé une continuité qui est un séjour d'environ 6 mois à Mexico City. On en a naturellement découvert beaucoup d'autres choses, une autre culture, une autre manière de vivre, une autre manière aussi d'entretenir les bâtiments, où chez nous, quand on entretient un bâtiment, c'est tous les 20, 25, 30 ans, et on s'efforce d'y mettre une adjonction qui rehausse la valeur d'un bien. Ici, la question de l'entretien, elle se fait sur cette dernière couche qui change tous les 2, 3 ans, où chacun se réapproprie sa façade sur ville, finalement l'hospitalité qu'il donne aux passants de la rue. Et ce travail, il a été de manière artistique complété par des ajouts qui, au même titre que l'extension d'une maison, donne un nouvel équilibre et une nouvelle lecture à chacune de ces façades. Donc c'est un travail mixte entre de la photo et des apports graphiques à la peinture qui se font. Donc on a de nouveau généré une sorte de base de données pour mieux comprendre. Il faut savoir que notre travail est très analytique aussi dans cette question de la domesticité. On en a ensuite ressorti des images qui font environ 30 cm de haut. Et puis, on a refait le passage à l'échelle grandeur nature dans le cadre d'une exposition dans une galerie, où là, on voit que tout d'un coup, cette abstraction gagne une sorte de puissance, où les différents éléments viennent extrêmement graphiques et l'expression des bâtiments prend une signification complètement autre. Ça, c'est aussi la domesticité pour nous, cette expression vers l'extérieur. En 2015, on était invité à participer à un concours de Werk Bauen Wohnen, alors le journal le plus connu d'architecture en Suisse. Alors participer à un concours pour les pages de couverture de ce journal. Ils ont demandé plusieurs photographes, et entre autres moi, parce que je travaille à côté dans mon activité comme architecte, aussi comme photographe, avec une spécialisation sur les photos de maquettes. Donc, c'était alors leur demande de présenter seulement le concept, sans vraiment parler vraiment du résultat fini. Donc nous, on a dit, OK, on va faire des photos de maquettes. Jusque-là, aucun lien avec la domesticité. Donc on s'imaginait que chaque couverture, chaque édition de Werk est soumise à un thème, et nous on va reprendre ce thème et développer un projet autour de ce thème. Donc comme si on faisait de l'architecture, donc c'est pour ça aussi que c'est devenu un projet très Frenzel, parce qu'on a développé à l'intérieur du bureau chaque fois un projet architectural spécifique pour cette couverture. Ça a commencé avec des esquisses chaque fois, lesquels on a après traduit en photos de maquettes. Donc quelqu'un au bureau a construit les maquettes, toujours même échelle, toujours en 20e, et donc c'est des maquettes de coulisses. Ici, c'est une édition sur Bâle, donc ce qui nous a intéressé en fait, c'était montrer les différentes échelles à laquelle se constitue la ville de Bâle, donc les nouveaux constructions de très grande échelle, dans
un avant-jardin d'une maison baloise typique d'une petite échelle. Donc ces échelles, c'est une collision en fait, c'est une confrontation très très dure. Et on voulait de manière ludique représenter ces deux échelles sur cette image. Et c'est clair, les maquettes nous donnent la possibilité en fait de jouer avec des échelles. Et du coup, on trouve la Messe Basel, le Kunstmuseum, la Messe Turm et le Rush Tower dans cet avant-jardin. Et aussi, on trouve alors une confrontation de cette énorme échelle avec la domesticité. Juste pour montrer, c'était des maquettes de travail, c'était des maquettes des coulisses, donc on a juste construit ce qu'on avait besoin pour prendre les photos. C'était un projet ou une couverture sur Antwerp. Et les architectures, comme on voit sur les images, il n'existait pas. C'était une interprétation libre, en partie romantique, de la thématique. Donc ici, l'image qui vient avec. Et après, voilà, ça s'est décliné sur les différentes thématiques. Un travail sur l'ombre dans l'architecture, un travail sur l'opulence, sur la omniprésence des multiples matériaux, ou un travail sur des nouveaux quartiers où on a de nouveau beaucoup d'éléments domestiques. Déjà, la photo de maquette ou la maquette nous donne aussi la possibilité de meubler et d'animer en fait au travers des animaux. Un autre projet dans notre cadre de travail libre ou de travail théorique s'appelle Chambre Noire. Et ce projet est né un peu d'une frustration autour des logements, peut-être aussi autour de notre propre expérience, comment on est logé en Suisse dans les immeubles des années 50 à 80 ou 90, où la richesse spatiale est très très limitée. Donc on a cherché en fait moyen de nous libérer de cette poids et de travailler la spatialité d'habitat complètement libre. Et pour ça, on a commencé en fait à faire des maquettes d'études, des maquettes d'esquisses. Et on a de nouveau après fait des photos de ces maquettes. Donc c'était peut-être la première fois où on est tombé sur cet aspect de la domesticité, consciemment ou moitié inconsciemment, mais c'était quelque chose qui nous a tout d'un coup parlé, parce qu'on voyait la domesticité s'est créée autour des détails. La domesticité s'est créée aussi autour de la matérialité. La domesticité s'est créée aussi autour des accidents spatiaux, parce que des fois les accidents spatiaux ils permettent aussi une appropriation de l'espace inhabituel. Donc ça c'est quelque chose qu'on a cherché à visualiser. Déjà parce que c'était un travail libre ou artistique qu'on voulait aboutir, mais c'est aussi pour nous-mêmes une grande source de référence. Et ça, c'était une chose qui nous a toujours intéressé, de créer nos propres références. Bien sûr, ils sont de nouveaux référenciés, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des fois, on reconnaît un de nos projets actuels dans ces anciennes images. Et comme
produit latéral, moi je dirais, il y avait aussi un intérêt de parler de l'objet, donc pas seulement de l'intérieur, mais aussi cet effet en fait de ces formes assez incroyables, assez expressifs, où on se demandait naturellement, ça va nous poser des problèmes si on voulait les empiler dans des logements collectifs, donc comment ça pourrait se faire. Donc juste aussi à ce niveau-là, le travail n'est pas transformé en architecture, c'est un travail libre, donc on s'est arrêté à ce point-là, mais dans notre projet architectural, on a dû bien sûr faire cette part. Voilà, alors en complément de ce travail qui nous occupe en parallèle de notre production architecturale, on va vous présenter 6 projets. Le premier étant aussi celui qui a commencé de manière le plus tôt, si on veut, en 2009. C'est l'écoquartier de la Jonction à Genève, un projet d'environ 300 logements, un énorme projet de quartier que je vais vous expliquer. Peut-être en commençant d'abord par cette approche de l'écoquartier qui pour nous était pas forcément liées aux questions énergétiques et économiques, même si elles sont partie prenante du projet, mais qui étaient surtout liées aux éléments, à la question sociale, à la question du vivre ensemble, à la question de l'appropriation. Et ici, on voit un projet qui est né en parallèle du concours, en collaboration avec Philomène Hoël, qui s'appelle People as a Star, à savoir Ike, qui s'est invité chez différentes personnes, on le voit aussi sur chaque image, et il s'est systématiquement mis en scène avec la personne qui y habite dans une forme de starification de l'individu, de l'échelle humaine à l'échelle ou dans les logements. Donc ce travail nous a beaucoup aidé à comprendre les conditions finalement qui nous étaient données à Genève, malgré la taille du projet, de rester accroché à cette condition des usagers, des habitants, des valeurs, des petites valeurs du quotidien, de ce contexte finalement intime et intimiste qui appartient à chacun. Alors le projet, c'est un morceau de ville, Genève, quasiment en plein centre, sur une friche industrielle qui a eu plusieurs vies. Après je dirais la présence industrielle pendant presque un siècle, une courte période très intense, alternative on peut dire, un site à la créativité culturelle extraordinaire, qu'on a aussi eu la chance de vivre comme adolescent. Et puis finalement, au moment où on arrive dans le projet, en 2009, il y a déjà tout un projet pour évacuer cette scène alternative qui posait des grands problèmes au niveau politique à Genève. Et finalement, on les évacue en disant que le site est contaminé. Là, vous voyez les différentes poches en rouge. C'est plutôt monstrueux ce qu'on a pu y trouver. Et puis finalement, on a reçu, nous, une topographie négative avec des trous, des creux, des bosses, dans laquelle il fallait implanter un projet de 300 logements. 300 logements pour 3 coopératives, pour 3 autres maîtres d'ouvrage encore à côté, mais qui, je dirais, sont secondaires dans la présentation de ce soir. 3 coopératives qui avaient aussi des habitants, des modes de vie, qui représentaient des modes de vie très très différents les uns des autres. On voit ici ces 3 bâtiments. Ici, c'est une crèche qui va être réalisée par le bureau Lacroix-Chaussée ultérieurement. Mais ces 3 bâtiments, ils sont pour nous des sortes de frères et sœurs, une fratrie ou des cousins. Ils ont une sorte d'ADN commun, tout en restant très très différents les uns des autres. Ces 3 bâtiments, on les voit ici, 1, 2, 3. Là, on voit le plan du rez-de-chaussée. Et dans cet ADN commun, le rez-de-chaussée est une des valeurs importantes. C'est que tous les rez-de-chaussée sont des commerciaux, des arcades, pour des preneurs d'activités qui soutiennent plutôt une cause locale, une cause artisanale, qui évite les grands groupes pour rester dans ce contexte très populaire du quartier de la Jonction. Et puis, même s'il y a une gentrification très forte par ce projet, de garder une sorte d'âme et de donner un complément à ce morceau de ville dans son intégration au contexte existant. Donc ici, vous voyez un réseau de cheminement qui passe, par exemple, par des passages couverts
sous les immeubles et qui crée des connexions ici avec une école, ici par une nouvelle ouverture sur le cimetière des Rois, et puis des connexions multiples sur les 2 routes qui entourent le site. Ces 3 bâtiments, ils ont une échelle qui appartient plutôt au registre industriel. C'est des bâtiments de très très large taille. Ils font environ 70 mètres par 70 mètres, un peu plus, un peu moins. Et comme on devait y faire des logements, à partir du premier étage, il y a une sorte de nouveau niveau de référence, un nouveau rez-de-chaussée qui appartient au logement et qui génère des découpes à l'intérieur de ces volumes. On les voit ici, une grande cour, 3 atriums, de nouveau une grande cour qui donne ensuite, dans les étages types, sur une partie élevée sous forme de bar, des attiques, des attiques sur plusieurs étages, et puis la répétition de cet îlot autour d'une cour collective. Ça, c'était un de ces ADN aussi très forts de ces 3 bâtiments, c'est ces découpes intérieures, c'est finalement cette réponse aux futurs habitants, cette réponse dans la manière du vivre ensemble. Ici, on revoit cette fratrie avec, par exemple, des fenêtres en bandeau, des façades non porteurs, ces rez-de-chaussée qui se marquent comme des tables, et puis finalement les différents crépis qui viennent alimenter l'expressivité des étages supérieurs dans des coloris légèrement différenciés. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN du projet, cette réversibilité d'un système ponctuel poteau, dalles en béton, avec des éléments de remplissage ensuite en sandwich bois et des cloisons légères qu'on ne voit pas ici mais qu'on peut imaginer aux descentes ou au droit de ces différents éléments techniques que sont l'électricité ici, qui permettent une flexibilité quasiment totale dans la manière d'agencer les appartements. Alors, je vais assez rapidement passer en revue les 3 immeubles. Le premier, donc je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais c'est issu d'un concours en 2009, 2010, un 2e tour. Et puis, ce premier bâtiment a été rendu à ses habitants en 2015. C'est le premier donc, bâtiment du site, avec cette cour centrale, avec 4 cages d'escalier qui donnent sur des demi-coursives, un étage sur 2, et des appartements traversant avec la particularité d'avoir, de manière quasiment systématique, les espaces de jour sur l'intériorité de la cour pour générer cet urbanisme des modes de vie, cette identité commune, et puis qui relance les espaces ou qui rabat les espaces de nuit plutôt vers l'extérieur. Voilà le dispositif, on ne le voit pas très bien, mais ici on voit ces coursives qui viennent sur un étage sur 2, qui font aussi que dans l'imaginaire vécu de l'intériorité de la cour, on vit toujours sur plusieurs niveaux et puis pas que sur un niveau de référence. Et cette expression ici, pour cet immeuble de bandeau, qui vient se découper avec des éléments de jardin d'hiver, avec des fenêtres qui tombent à certains endroits, pour donner une spatialité intérieure et une relation entre l'intérieur et l'extérieur qui est plus forte dans certaines pièces. On peut aussi voir sur cette image cette volonté de notre part de s'intégrer dans le bâti, dans les coloris, de faire que finalement le bâtiment appartienne comme... C'est du logement d'appartenir à la masse bâtie de la ville finalement, comme on l'appelle nous, et puis de ne pas vouloir se montrer de manière trop forte, mais de chercher la plus grande intégration possible avec le contexte voisin. Ici, on voit une image de cette cour, avec ses doubles coursives. On a certains appartements qui sont accessibles justement par une zone ici d'1,20 m qui théoriquement doit rester libre, 1,50 m appropriable par chaque habitant. Pas tous les appartements sont accessibles de cette manière, mais par exemple le dernier ici ou ici profite d'une terrasse qui est privatisable vu qu'il n'y a plus personne qui passe devant. Et là, cette relation de l'espace de jour vers la cour, différentes appropriations possibles de ces espaces, et ces fenêtres particulières qui donnent sur certaines chambres qui sont elles aussi particulières. Le deuxième projet, on vient de le terminer, là, en fin novembre. Les 3 premières allées sont habitées, la 4e attend ses occupants.
Vous verrez que les images intérieures sont moins vivantes aussi, elles sont encore vides, on a l'ambition de les documenter comme les autres. Et ici, ce projet, il travaille avec une population finalement qui est moins encline à vivre ensemble, qui est moins encline à échanger. Et pour cette raison, les cours, elles sont accessibles uniquement par les habitants du premier étage, mais pas forcément par la totalité des habitants. Donc on a cherché à poser les cages d'escalier à l'interface systématiquement de deux cours, ce qui permet aussi de se voir et de créer un jeu de transparence qui montre l'immeuble dans sa totalité. L'autre endroit de rencontre étant les rez-de-chaussée, les cages d'escalier dans la verticalité et des toitures collectives, si on veut. Et sur ces 4 cages d'escalier, on trouve systématiquement 4 appartements qui se développent en traversant autour de cet espace de cours et ensuite sur les façades extérieures avec, vous le verrez dans les images, un système de sas qui amène sur les zones de nuit. Donc une différenciation très très précise entre zone de jour, zone de nuit, qui met aussi ou qui utilise l'angle comme un élément de mise à distance. Là en dessous, on voit encore le parking souterrain. Je vous épargne ce projet-là aujourd'hui. On voit aussi la matérialisation de ce double attique sur le haut, et puis ces 3 cours justement végétalisés. C'est la première fois qu'on pouvait commencer à voir cette notion de fratrie, de différenciation, de déclinaison et de similarité. Il a fallu être quasiment tripolaire en réfléchissant chacune des identités de ces 3 immeubles de manière parallèle et en pouvant répondre aussi de manière très précise aux demandes de chaque maître d'ouvrage, tout en restant dans une ligne de conduite qui maintient l'ensemble du quartier dans son expression et dans sa vitalité. Le patio intérieur. Et les appartements, ici un appartement sur le pignon qui se développe le long de ce grand bandeau de fenêtres. On voit la structure poteau dalle qui reste visible, dont le poteau devient un élément spatial. Ici, au niveau du premier étage, sur un patio intérieur, avec systématiquement cette arrivée d'un double jour. Ici, on aperçoit ce sas qui amène à l'espace de nuit, avec une double porte. Là, la relation autour du loggia, sur laquelle on a 3 chambres qui permet aussi de trouver une haute circulation à l'intérieur du logement par un espace extérieur. Et finalement, cette condition d'être à l'extérieur 2 fois, dans un système traversant classique, je dirais. Le 3e bâtiment, il est encore en cours de construction. Il sera rendu l'été prochain, si tout va bien. C'est le plus ambitieux au niveau des typologies et des différents types d'habitants qui peuvent y vivre. C'est la coopérative de l'habitat associatif, la CODA, qui est finalement une coopérative qui est issue du milieu squat et alternatif des années 80-90 à Genève, qui était très actif, qui s'est regroupée et qui devient aujourd'hui très très puissante par son parc immobilier. Il y a dans une zone arrière, ici, des logements qu'on pourrait plutôt dire traditionnels, des 3, 4, 5, 6 pièces. Et puis on a eu toute une partie du projet qui s'est développée finalement dans cette partie qu'on appelle en galette, avec des appartements très spécifiques, où dans le cadre de la participation qui a été menée par cette coopérative, pour les attributions des logements, mais aussi pour les choix typologiques de matériaux et ainsi de suite. Il y a eu des regroupements de personnes qui se sont faits, qui nous ont dit qu'ils voulaient vivre ensemble dans des plus grands appartements. C'est sur cette thématique-là que je vais revenir. Peut-être mentionner aussi qu'à l'échelle de l'immeuble, on a 14 espaces collectifs partagés à l'échelle, donc pour tous les habitants. Ici une salle commune, ici une buanderie, espace de couture, ici une salle associative, des locaux de bricolage et ainsi de suite, qui se répartissent du rez jusqu'au 11e étage. Et là, justement, ces appartements plus traditionnels, accessibles depuis 2 cages d'escalier, qui donnent sur une longue coursive qui fonctionne un petit peu dans le même style que celle du premier bâtiment que je vous ai présenté, à savoir une partie appropriable et une partie de circulation. On revoit cette coupe avec le rez-de-chaussée. Ici, vous voyez
une infrastructure qui appartient à la ville de Genève, qui accueille des dépôts patrimoniaux pour 6 musées de la ville de Genève. C'est des éléments qu'on ne voit jamais présentés dans les musées, mais ils ont des collections énormes. Et ça, c'est un dispositif qui vient se mettre là avec des kilomètres et des kilomètres de compactus sur lequel trône cet immeuble de logement comme pour un bunker qui viendrait cacher un monde ou un château souterrain. On voit aussi cette grande cour et les différents espaces extérieurs qui, eux, sont tous accessibles. Ici, toiture potagère, ici plutôt un solarium, là une terrasse sur la rue du Stan et sur le Rhône, et puis cette cour centrale. Avec cette rangée de coursives qui donne systématiquement sur le sud et qui domine ces espaces de collectivité. Alors je vais revenir brièvement sur ces appartements pour vous évoquer 3 scénarios de cluster. Ces appartements dans les appartements, ces sortes de grappes entre intimité, collectivité, publicité, si on peut l'appeler comme ça. Finalement, des appartements qui sont un peu plus petits que ce qu'ils devraient être et qui systématiquement redonnent des mètres carrés à la partie collective pour créer une densité du logement, mais également un vivre ensemble dans une grande proximité. Donc là, on voit 3 types de clusters qui sont de suites ou d'appartements qui sont très similaires, avec une petite entrée, systématiquement une cuisine, un sanitaire et 2 chambres au minimum. Certains d'entre eux, on peut choisir d'avoir un espace extérieur, privatif. Et puis, une énorme, donc 3 fois ça, et une énorme zone commune avec une grande cuisine pour la collectivité, un espace extérieur sous forme d'un patio ici, et puis dans ce cas-là, des seniors, 3 couples de seniors qui vivent ensemble, la volonté de pouvoir accueillir des petits-enfants, éventuellement une infirmière, avec une chambre d'amis séparable qui dispose de son propre sanitaire. Ici, plutôt le cas d'une famille recomposée ou de plusieurs familles recomposées qui souhaitent aussi vivre ensemble. On voit ici, par exemple, emblématiquement une famille recomposée avec un enfant de cette nouvelle union. La possibilité d'accueillir un enfant une semaine sur 2 ou un week-end, soit dans une zone commune, soit dans une zone privative. Et puis finalement d'autres familles recomposées qui fonctionnent aussi dans différents dispositifs spatiaux, avec ou sans enfants. Ici, sur 2 étages, dans un duplex, on retrouve les mêmes éléments dans chaque suite, la cuisine, le WC, et dans la collectivité, la cuisine collective et le patio. On arrive gentiment sur des échelles autour de 15-16 pièces pour un appartement. On perd presque la question de la domesticité en termes d'échelle, on la retrouve dans d'autres petits détails. Et puis là, une invention de la participation, où différentes personnes qui souhaitaient ne pas vivre seules, finalement se regroupent dans ce qu'on appelle, nous, l'appartement de la tribu, à savoir 5 couples, ou couples avec jeunes enfants, et une famille avec 2 enfants qui vivent dans une unité commune, où là, on a pu jouer aussi sur, par exemple, 3 types d'entrées, 1, 2, 3 dans ce dispositif, des zones collectives, cet appartement fait une vingtaine de pièces, des zones collectives qui sont aussi peut-être données à un public d'invités qu'on n'a peut-être pas toujours envie d'avoir chez soi, donc une zone collective plus privée qui se fait d'un côté et de l'autre, des dispositifs de rangement qui deviennent très spécifiques et ainsi de suite. Ça, c'est un petit peu l'atmosphère que ça donne en maquette, ces zones privatives très très denses, et puis ces espaces, je dirais, très, très relâchés, en méandre, qui sont propices à une grande appropriation. Le prochain projet qu'on va présenter, c'est des logements étudiants à Genève, à Meyrin. C'était un concours sur présélection et on a pu gagner avec le concept Flash Mob. Flash Mob, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse en particulier. Ça aurait pu être aussi Tinder. Mais en fait, ce qui nous a intéressé, c'est la facilité de rencontrer des gens dans les médias sociaux
Et on se dit, OK, alors si on pourrait construire une architecture autour de cette thématique, ça sera peut-être quelque chose qui est très approprié pour les logements étudiants. Donc, on a essayé de développer un projet qui se développe autour de cette thématique au niveau plusieurs échelles. Donc, une échelle urbaine, une échelle liée à l'immeuble et une échelle liée à l'appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est tout un quartier à Meyrin qui est en train de se développer, aussi un écoquartier, mais là avec la participation de plusieurs architectes. Et nous, on est là sur cette petite parcelle. Donc l'urbanisme était très restrictif, est déjà donné. Donc on se trouve en fait avec notre volumétrie dans cette forme assez banale. Mais par contre, on a pensé le projet tout de suite en communication avec son voisinage. Donc, au rez-de-chaussée, vers la rue, on a une sorte de découpe avec des commerces et des activités associatives liées à la SIGU. Donc ça, j'ai oublié à dire. Le projet est en construction pour une coopérative des logements étudiants pour la SIGU. Aussi derrière le jardin, il est mis à disposition pour l'utilisation libre des étudiants. Et du coup aussi à ce niveau-là, il y aura naturellement un échange avec le quartier. Mais vous voyez déjà une particularité de ce projet, c'est ces découpes qui servent en fait à la distribution des appartements. Et ces découpes, c'est comme des grands balcons qui sont un rayonnement naturellement aussi dans le quartier, mais aussi qui permet en fait de rendre contact avec nos colocataires, nos voisins dans l'immeuble. Ça veut dire, on va voir après dans le plan, mais ça veut dire tous les appartements sont accédés depuis un cage escalier. Et donc c'est coursif, il sert à distribuer à ces appartements. À l'échelle de l'appartement, on a établi alors un principe horizontal et un principe vertical. Ça veut dire on arrive depuis la coursive, on entre dans l'appartement, dans la cuisine. Déjà ça, pour nous, la cuisine, c'était le point le plus communicatif, où les gens sont aussi le plus ouverts en fait, de rencontrer des gens. Donc la cuisine vers la coursive, et après avec un élément traversant vers un petit salon qui touche alors l'autre façade avec la vue sur le Jura. Et en même temps, on a une connexion visuelle et acoustique verticalement par une vide en double hauteur qui se crée alors à l'intérieur de l'appartement. Donc, très concrètement, au rez-de-chaussée, cette idée du rencontre spontanée dans le bâtiment commence par cette entrée commune pour les logements et une grande salle d'activité en bas, ou une grande salle de spectacle en bas. Donc ça c'est le rez-de-chaussée, le sous-sol. Et il y a un foyer lié aux salles de spectacle qui est en lien direct avec le foyer à l'entrée des logements d'étudiants. Donc ici il y a l'ascenseur, ici il y a la cage escalier, donc chaque fois qu'on passe ici, on aura en fait cette grande générosité de cet espace-là qui nous permet de participer à la vie, à l'événementiel, etc. de cette bâtiment. À l'étage, donc comme à l'FGLS avant, à l'écoquartier, on a cette coursive en surlargeur, donc prête à l'appropriation. Donc les 1,20 m plus. Donc il est libre d'être meublé par les étudiants. Donc ici au centre, le cage escalier. Et après, on a alors ces 3 appartements, 3 grandes colocations, chaque fois avec la cuisine vers la coursive. Et 2 appartements en simplex
au bout du système. Donc ça c'est des exceptions, c'est pour des petites familles, les familles où les parents sont toujours étudiants, pour qu'ils aient un peu plus de privacité. Ces appartements-là sont au bout du système, au bout du coursif, mais quand même participent avec leur cuisine à la vie commune sur la coursive. Les autres appartements, donc, ils sont chaque fois une cuisine en L, avec un îlot, une grande table à manger, et traversant alors le salon. Après, on monte sur un petit escalier, on se trouve dans une distribution avec des différentes spatialités, des différents sous-espaces qui ne sont pas encore attribués à une utilisation privée. Donc c'est des alcôves, des niches pour étudier ou libre à l'appropriation. Donc on a visité plusieurs bâtiments de la SIGU et ces espaces non définis, ils fonctionnent merveilleusement bien. Donc on voit ici aussi le vide qui se trouve chaque fois précisément au-dessus de l'entrée et au travers lequel, en fait, depuis en haut, on peut communiquer aussi avec ce qui se passe en bas. Donc c'est des grands colocations à 12 chambres. De là aussi, les espaces du jour peuvent être assez généreux. Ici, on voit alors dans une illustration ce dispositif spatial avec cette double hauteur. On voit les portes des chambres, on voit la cuisine, on voit cette passage traversant et l'escalier qui se trouve alors dans ce moment d'étranglement spatial. Et cette possibilité alors d'une grande transparence entre ces deux étages. Depuis en haut, avec cette deuxième catégorie d'espace dans ces sas, dans ces alcôves. Et encore une fois, dans la coupe, on voit alors ces coursifs en forme de découpe du bâtiment. Et on voit aussi autre chose, c'est un petit clin d'œil en fait déjà à la construction qu'on voit ici, qui dans ce projet était fait en acier. Donc, ici une image de chantier. C'est assez surprenant parce que l'acier, on trouve rarement utilisé dans les logements, les constructions pures en acier. Et surtout ici encore, l'acier en combinaison avec les dalles en bois. Ça avait plusieurs raisons pourquoi nos ingénieurs nous ont recommandé en fait de travailler avec de l'acier. Un, c'était le bilan écologique du bâtiment pouvait être amélioré. On se trouve dans un cadre d'un écoquartier, donc il y a certaines contraintes au niveau de la labellisation. Donc on se trouve dans une machine où on doit donner les preuves, etc. Et finalement, d'utiliser de l'acier, ça nous a permis pas mal de liberté à l'autre endroit, parce que en fait, l'utilisation de l'acier, la masse de l'acier utilisée dans une structure pure comme ça, est moindre que l'acier qui se trouve dans le béton armé. Donc, on va plus beaucoup voir de cette construction en acier à la fin du projet, sauf que ces poteaux qui se trouvent ici sur les coursifs, comme vous le du coup aussi exprimés dans leur finesse, dans l'expression du bâtiment. Mais tout le reste sera fermé et couvert. Donc ici, on voit encore le cage-escalier qui fait office de contreventement. Et autrement, on voit que la structure nous permet en fait une grande liberté. Ça, c'était du coup la deuxième raison. On pouvait faire des plans assez libres, étage par étage, et ça nous a permis, par exemple, de faire ces découpes dans la façade. C'est à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, chantier
presque terminée. On voit alors cette façade avec ces grandes découpes, ces grands balcons qui expriment d'une manière complètement naturelle cette collectivité dans le bâtiment. Donc on voit aussi que l'expression du bâtiment autrement, c'est une boîte, comme le plan quartier est exigé. Et on voit aussi les fenêtres des chambres dans la deuxième étage, qui exprime du coup une répétition de l'individu, une répétition de l'espace privé. Et juste une particularité par cette fenêtre, ils sont construits à l'extérieur de la façade. Ça permet en fait d'utiliser la niche de la fenêtre, donc les fenêtres ils sont aussi assez grands, ça permet d'utiliser la niche de la fenêtre à l'intérieur de la chambre comme meuble qui est déjà installé. Donc ici ces deux façades, juste pour dire alors l'une façade avec ces découpes qui représentent cette collectivité et l'autre façade avec que des fenêtres, que des trous qui représentent cet aspect de la privacité dans un tel projet. Voilà, alors projet suivant à une toute autre échelle, une maison multifamiliale à Renan qui travaille sur le thème du métissage, à savoir l'adjonction ou le fait que deux idées se nourrissent, l'ancien et le nouveau, ici traduit sous la question de l'invention collective de René Magritte, qui donne finalement une nouvelle entité, une nouvelle forme, une nouvelle vie au bâtiment existant. Là, la maison des années 50, relativement traditionnelle, absolument saine dans sa substance et qui finalement n'a aucune raison de disparaître. Le dispositif il est relativement simple. On supprime une partie, on en rajoute trois autres. La plus importante étant pas forcément la plus grande, étant ce nouveau dispositif d'entrée qui permet d'arriver au premier étage et par l'arrière d'arriver au rez-de-chaussée surélevé pour s'inscrire dans les règlements communaux d'une maison mitoyenne. Alors, mitoyenne sous-entend ici une entrée séparée pour chacun. Elles sont sinon mitoyennes par la dalle au lieu d'être mitoyennes par le mur. Donc, cet petit artifice nous a permis finalement d'amener plusieurs familles à l'échelle du logement. Il y a une troisième possibilité d'habiter le bâtiment qui se fait par cette adjonction de lucarne dans les combles, avec une chambre d'amis dont je vous reparlerai, qui a également, elle, une entrée séparée qui se fait par l'ancienne entrée arrière du bâtiment. Et puis, la plus grande extension qui pérennise la structure actuelle, qui sont avant tout des espaces de jour et qui viennent se pluguer contre le nouveau bâtiment pour créer justement cette invention collective, ce métissage où l'ancien et le nouveau, où le nouveau et l'ancien se répondent. Il s'agit d'un projet de densification dans une zone pavillonnaire. Jusque-là, rien de spécial. Un jardin collectif. Et cette extension, justement, elle se fait en étant différente, mais en réutilisant de nouveau un ADN qui est commun, ou en partageant son ADN avec l'ancien. Ici, c'est avant tout les espaces de jour qui ont repris une fonction un petit peu de jardin d'hiver, de véranda, d'où cette structure, de nouveau en acier, répétitive, qui par sa répétitivité permet d'être très très fine. Vous verrez aussi que cette structure, elle reste extérieure, et puis à l'intérieur, un dispositif ici de longue grille en bois qui reçoit des dalles massives en bois pour créer les différents niveaux. Et puis en bas, un socle qui répondra exactement aussi au socle de la maison existante. Donc ce dispositif à l'intérieur, il permet justement d'amener ce jardin d'hiver, cette véranda, en complément de la maison existante qui garde son ancienne façade, qui garde cette porte en cintre qui amenait à l'époque sur le balcon qui tournait, qu'on a supprimé, et puis qui crée ce moment d'interaction fort entre intérieur et extérieur, sachant que l'ensemble de la façade de l'extension aurait, par sa structure ponctuelle, métallique et répétitive, aurait pu être complètement vitrée. On a simplement décidé de fermer certaines parties pour lui donner une domesticité plus forte et une privacité, une intimité qui correspond à cette notion de domesticité ou d'habitat.
Vous l'avez vu aussi dans l'image précédente, c'est un bâtiment qui a, dans son étage supérieur, sur cette partie, des surhauteurs, à savoir que cette surhauteur est venue d'une idée non seulement pour obtenir une échelle qui est très proche du bâti pavillonnaire environnant, mais qui permet aussi à ces deux familles qui ont des besoins un petit peu différents en termes de surface, de partager quasiment strictement le même volume bâti, et de se partager les coûts au cube et non au mètre carré. Donc on voit ce dispositif d'entrée pour l'appartement du rez-de-chaussée qui se fait par l'arrière, avec la partie existante qui reste très similaire dans son agencement. Il y a simplement les deux sanitaires, WC séparés et salle de bain qui ont été refaits, deux chambres existantes dans lesquelles il y a simplement des nouvelles armoires, ici un petit bureau, et puis cette partie extérieure où on a cuisine, salle à manger, salon, avec deux espaces extérieurs qui servent aussi à l'expression de cette extension sous forme de socle. Et à l'étage, l'entrée par l'escalier, cette fois-ci par ce côté-là, une zone d'entrée, de nouveau les deux sanitaires, les chambres, la cuisine ici dans l'ancienne partie, et puis finalement trois espaces, travailler, manger et séjourner, qui s'articulent autour d'un balcon. On voit aussi l'ancienne entrée, ici, j'en reparlerai, qui devient un élément collectif à l'échelle de l'immeuble. Ici, ce dispositif spatial, on coupe avec la surhauteur du haut, une partie collective, vous verrez aussi en sous-sol, et cette attache à la maison existante en maintenant strictement les 3 niveaux, ou voire même les 4 niveaux existants. L'expression de cette adjonction en façade, avec une reprise des proportions des fenêtres, des portes-fenêtres de la maison existante, la reprise des notions de socle, des encadrements de fenêtres et de la corniche peinte de la maison existante, l'adjonction des garde-corps qui viennent, eux, métisser ou qui viennent alimenter la maison existante. Et puis le remplacement de l'ensemble des fenêtres avec des fenêtres en chaîne qui viennent justement travailler sur ces notions de métissage de l'un vers l'autre. Donc ici, une autre échelle de projet, une approche assez similaire de ne pas vouloir vivre seul, de vouloir chercher à vivre ensemble, les parties qui sont un dénominateur commun entre deux familles pour générer une densité supplémentaire. Marquez aussi ici la présence de cet arbre, un cèdre qui a environ 80 ans, qui était une partie prenante du projet, qu'on verra aussi, qui a une très forte implication dans la vie intérieure des espaces de jour avant tout. Là, ces rapports d'échelle, ces ressauts, ces retraits, ces notions de corniche qui font que le bâtiment paraît beaucoup plus petit que ce qu'il est. La structure en acier vertical extérieur, le remplissage étant de nouveau des panneaux en bois, ainsi que les dalles que vous avez vues avant sur la photo de chantier. Ce nouveau dispositif d'entrée, avec l'escalier qui va d'un côté et de l'autre, escalier au froid, les chambres existantes où il y a uniquement les fenêtres qui ont réellement changé, la partie d'extension de l'étage, de l'espace de jour de l'étage, avec son balcon, et puis la partie en bas, beaucoup plus horizontale, beaucoup plus généreuse aussi, et en lien très fort avec le jardin. Il y a une deuxième partie dans ce projet qui est la notion de collectivité, la notion de créer aussi, de vouloir densifier la manière d'habiter, de faire des appartements qui sont tendanciellement plus petits que les besoins de chaque famille, et puis de rebalancer presque, ou plus d'un tiers, des activités sous forme de communauté. Une chambre d'amis, une bibliothèque dans l'ancienne cage d'escalier, et puis un sous-sol où on a naturellement technique, cave et ainsi de suite, mais également un atelier dans l'ancien parking, une buanderie, un garde-manger, une recyclerie. Là, on voit cette chambre d'amis dans les combles. Le sous-sol atelier avec sa porte vitrée qui est l'ancienne porte du garage. Et puis cette fameuse bibliothèque qui est l'élément le plus emblématique du projet, car il est non seulement utilisé pour rentrer depuis l'ancienne porte existante, d'accéder à la chambre d'amis qui se trouve en haut, mais elle donne une porte, l'ancienne
porte ou qui amenait aux 2 étages, qui est la porte de l'appartement du haut, l'appartement du bas, qui donne finalement autour de cette bibliothèque de 4 professions différentes, où on se partage également les livres, où on peut voir chez l'un et chez l'autre. Fractal. Alors fractal, c'est un concept qui nous a intéressés pas pour cette idée d'une forme qui se répète dans différentes échelles. Dans ce contexte-là de Renan, d'un logement à Renan, ça nous intéressait plutôt à retrouver des différentes formes. Donc ici, le carré, différentes orientées et le triangle. Tout simplement parce que on a pu travailler sur une parcelle qui est assez particulière, qui est triangulaire, à Renan. Donc pour ceux qui connaissent, là c'est l'Écale, rue de Verdeau. Donc il y a le centre, le centre communal. Et avec alors les bâtiments des différents styles autour, donc des bâtiments, une villa du 19e siècle, des immeubles du 19e siècle, des bars des années 50, donc vraiment une soupe, une minestrone typique Renan, dans laquelle on doit se comporter. Donc quel plaisir en fait, les possibilités sont complètement ouvertes, à s'éclater comme architecte. En plus, on a une parcelle triangulaire. En plus, qui est trop petite pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose qui fait énormément de sens et qui est complètement standard. Donc, on était forcé finalement par toutes les contraintes de sortir un peu du cadre normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y avait pas de place pour une cage escalier d'intérieur. Ça veut dire le seul moyen d'accéder le bâtiment ou les appartements depuis l'entrée, c'est l'ascenseur. Et on arrive directement dans nos appartements parce que autrement, tout simplement, si on aurait fait encore un palier, si on aurait fait un cage d'escalier, il ne resterait plus beaucoup pour les appartements. Du coup, la conséquence était que le cage escalier, pour des raisons de sécurité obligatoires, on a dû la transporter à l'extérieur dans la façade parce que à Renan, il existe un règlement qu'on puisse faire des balcons jusqu'à 1,50 m. Du coup, dans le règlement de construction où on a la parcelle autour en triangle qui nous force en fait dans cette forme-là, on avait cette marge de manœuvre, pour être plus précis, cette marge de manœuvre, donc 1,50 m pour les balcons et 1,20 m pour les cages d'escalier de secours. J'ai parlé avant de ce contexte hétérogène de Renan. Ça nous a alors provoqué quasiment de faire un bâtiment en béton apparent pour résister en fait, disons, de créer un point très très dur pour résister à cette complexité. Mais aussi, de nouveau, avec une construction très très simple, béton isolé à l'intérieur et un simple lissage, économiser de l'épaisseur du mur et économiser quelques mètres carrés, quelques centimètres carrés. Donc, après le fractal, effectivement, dans cette parcelle qui est un peu étrange, on a dû quand même faire un logement qui corresponde aux attentes, avec des chambres et avec un séjour. Donc les chambres, chaque fois, ils fonctionnent de manière orthogonale et le séjour, il se crée comme surface résiduelle entre la façade ou la volumétrie triangulaire et cette orthogonalité orientée sur la façade la plus longue. Donc ici, on a le 2 pièces et demie et le 3 pièces et demie. Après, ça devient plus grand. On voit aussi comment les escaliers évoluent en fait autour du bâtiment. Donc il y a 3 escaliers à l'extérieur sur cette façade et se trouve donc dans le côté jardin.
plus haut, au 3e étage, un très grand appartement de 5 pièces et demie qui profite alors toujours des 2 angles pour créer des polarités. Et après, le long de la façade, cette enfilade spatiale qui est constituée en fait par ces différentes géométries, mais qui se retrouve de nouveau dans la géométrie du triangle. C'est alors la maquette avec une petite idée encore pour le sol. Donc de cette hétérogénéité de Renan, ce mélange du 19e siècle et de quelque chose de très très contemporain, on s'est permis du coup d'installer une sorte de frise qui correspond de nouveau à cette géométrie qui renforce cette notion de l'enfilade, etc. Donc il y a ce travail aussi à l'intérieur. Dans le coupe, on voit alors vraiment cette élégance ou cette finesse des murs et qui se continue en fait dans l'attique qui est censé de faire une sorte de toit, mais qui est aussi en béton. Donc il y a une continuité de la façade dans l'attique en béton avec une terrasse extérieure-intérieure de cet appartement-là. Donc ciel ouvert avec une ouverture, autrement c'est une terrasse introvertie. Donc on voit encore les façades côté rue avec tous les balcons et côté jardin avec les 3 escaliers qui tournent alors autour de ce triangle. Voilà une première esquisse de l'expression du bâtiment. On a chaque fois traité les embrasures avec une sablage, disons une sorte de clin d'œil aussi à ces bâtiments du 19e siècle qui se trouvent autour. Mais aussi peut-être pour rendre le projet un peu plus domestique dans sa dureté. Et la même chose pour les stores en toile, avec une couleur. Et ici, au chantier qui se termine aussi dans quelques mois, on voit alors déjà ce béton apparent très brut, très infrastructurel, très Renan. Et après, cet détail de l'embrasure qui donne de nouveau une autre notion au bâtiment. Donc les premières enfilades se mettent en place. Spatialement, c'est déjà prêt à l'expérimenter. De l'autre sens. Et malheureusement, avec l'échafaudage, mais on peut déjà imaginer un peu ce qui se passe derrière. Donc on voit ces embrasures, ces grandes fenêtres. Et ce volume purement en béton qui prend alors son place sur cette parcelle très, très petite et très limitée, mais qui est là avec beaucoup de confiance. Le projet suivant, un projet issu d'un concours qu'on a gagné l'année passée, qui s'appelle Messicole, sur lequel on ira un peu plus vite parce qu'il n'est pas en cours de construction, il est encore au stade de plan. C'est un projet qui s'inscrit à la fin d'un grand nouveau quartier à Verrier, qui fait le front en fait avec la zone agricole qui se trouve autour. Donc l'idée était de reprendre cette question agricole, ces différentes strates, et d'y planter 3 fleurs. Les messicoles étant des fleurs qui accompagnent les céréales, qui s'immiscent finalement dans les grains qu'on n'arrive pas à trier et puis qui sont diffusés l'année suivante à l'échelle des champs. On parle de coquelicots, on parle de bleuets, on parle de marguerites, qui on trouvait très beau finalement cette relation entre agriculture et éléments floraux au milieu. Donc on voit aussi que ces bâtiments, ils viennent comme 3 fleurs au centre du dispositif, ils viennent de manière ponctuelle. Ils sont identiques, même s'ils accueillent 3 populations un petit peu différentes dans leurs besoins et dans leur standing, comme ces 3 fleurs que j'ai évoquées, qui sont aussi très différentes les unes des autres. Un jardin collectif, donc il faut savoir que c'est 120 logements, malgré tout 40 dans chaque immeuble,
et des espaces collectifs qui se font en périphérie du site pour maintenir une zone de calme au plein centre. Au niveau du rez-de-chaussée, on a ce qu'on a appelé les lignes de désir. C'est des chemins qui se font un petit peu comme les Indiens qui vont à leurs différents totems, qui se font de manière aléatoire, et puis qui rejoignent en 2 points les rez-de-chaussée qui deviennent des éléments traversants et de passage. Voilà à l'échelle du rez-de-chaussée. On revoit ces différentes places en périphérie, ces 3 bâtiments identiques qui se tournent de manière différente pour créer ces moments de passage. Et puis leur relation ponctuelle dans cet élément paysager. Au niveau des typologies, un système très simple, peut-être pas au niveau spatial, mais au niveau de la composition des espaces. Un grand sas d'entrée qui peut aussi avoir une fonction d'être un peu plus qu'un sas. Une cuisine qu'on trouve en articulation entre cette zone d'entrée et les espaces de jour, salle à manger, salon, ainsi qu'un grand espace filant. Les éléments étant en blanc étant les sanitaires dans les zones arrière et les chambres sur l'avant. Et là, simplement une déclinaison à 3 tailles de logements différents. Ça nous donne ce plan en pétales avec 6 appartements par palier, une cage d'escalier, un vide qui relie les étages, ce système en fleurs qui se répercute dans la zone de circulation, qui donne aussi des zones d'appropriation, des poches à chacun des appartements, un premier seuil avant de rentrer chez soi, et ensuite ces différents appartements justement avec ce sas d'entrée qui distribue les chambres, la cuisine en rotule et l'espace salle à manger, salon. Voilà ce que ça donne au niveau de la maquette du concours. On espère que c'est une part de cette atmosphère-là qu'on pourra maintenir dans cette ouverture vers quelque chose de resserré, vers un grand élargissement sur l'extérieur. Et le dernier projet pour ce soir, aussi tout en actualité, c'est un concours qu'on a pu gagner ensemble avec AFF Architectes à Berlin, donc Martin Fröhlich qui est prof ici. Le projet chez nous s'appelle Berliner Zimmer, chambre berlinois. C'est une spécificité berlinoise qui est venue d'un développement en fait, urbanistique dans la ville où on est passé des plots ou des bars simples à des bâtiments en cours. Et donc systématiquement, dans les angles, on trouve des chambres un peu spéciales qui sont plus grands, mais avec très peu de surface à la façade. Donc ça pose normalement un problème. Donc ici, ils ont résolu ce problème avec cet petit angle embillé. Et là, il y a normalement une grande fenêtre. Et souvent, ces chambres, ils donnent alors accès après une autre série de chambres qui se trouvent dans l'aile de la cour. Donc, ce travail avec l'angle nous avait intéressés dans le contexte. On se trouve à Berlin, alors à la S-Bahnhof Ostkreuz. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Berlin, mais c'est un des plus grandes gares, S-Bahn, tram, transport public, etc. Tout. Donc, il se trouve ici. Avec une route, avec une forte fréquentation ici. Et l'autre côté, on a les Spree, c'est la rivière qui traverse la ville, à Berlin. Donc l'autre côté, une situation assez pittoresque, avec une petite réservation naturelle au bord d'un lac. Dans ce contexte, on a choisi une topologie en peigne, alors avec ces demi-cours, pour une fois permettre une relative haute densité des logements, mais en même temps agrandir la surface en fait, vers cette qualité paysager et de faire quelque chose plutôt très compact vers les côtés des nuisances. Donc, on voit
dans le plan que ce thème de l'angle, on a répété systématiquement dans ces façades et on a fait notre propre interprétation du chambre berlinois. Donc on voit systématiquement cette pièce-là qui se décline autour de cet angle. Donc ça nous a permis une fois d'agrandir pour tous les appartements la relation visuelle vers le lac ou vers la rivière, vers l'eau, vers la nature. Mais ça nous a permis aussi de structurer en fait les appartements à l'intérieur. Il y a encore une typologie spéciale au rez-de-chaussée qui combine le commerce et l'habitat. Donc on fonctionne en hochparterre, donc en rez surlevé pour les logements et pour les commerces plein pied. Donc de nouveau, ce logement-là, il se décline autour de cet angle. Et ça peut être des grands studios, c'est quelque chose qui est en cours, en développement avec les maîtres ouvrage. Alors on voit les différentes typologies. Une fois, une typologie qui se trouve plutôt dans la partie compacte, dans la partie bar, où on profite du coup ces deux côtés. C'est un appartement traversante, mais traversante sur la longueur, donc ce qui fonctionne, c'est avec cet espace qui se décline une fois ici autour de cette loggia et qui trouve après l'autre côté vers le jardin encore un raccord. Et autrement, on a ces appartements alors qui fonctionnent toujours avec cet angle, comme on voit ici. Donc ça, c'est cette partie-là vitrée. Ou comme on voit ici pour le tout petit, qui nous donne aussi la possibilité de créer une spatialité pour la cuisine et un autre pour le salon. Alors ça, comme dernière image, comme dernière expression, cette chambre berlinoise qui s'exprime du coup aussi dans la façade. Cet balcon qui est un élément qui en fait annonce cet angle qui crée en fait automatiquement l'expression du bâtiment. Avec ces deux dernières images, voilà, on est arrivé au bout. J'aimerais bien vous remercier pour votre attention. Et maintenant, apparemment, il y a encore le temps pour poser des questions. Je voulais déjà anticiper une question. La répartition des projets ne correspond pas à la répartition des projets entre nous au bureau. Donc, c'était assez aléatoire, ou disons plutôt synchroniquement, et qu'on pouvait en fait échanger sur ces projets. Donc, voilà, merci.